Bonjour mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire sur notre fonds BL Equities Europe. Ce fonds, géré par Yvan Bouillot depuis plus de 15 ans, applique la philosophie d'investissement de BLI du Business-like Investing. Cette approche vise à générer des rendements attractifs à long terme ajustés au risque. La stratégie est active, fondée sur les convictions du gérant et vise à investir dans des sociétés de haute qualité qui bénéficient d'avantages concurrentiels solides et d'une forte capacité de génération de flux de trésorerie disponibles. Avant de commencer, quelques mots sur Banque de Luxembourg Investments. BLI est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Nous gérons environ 14 milliards d'euros, dont 41% sont investis dans ces stratégies purement actions. Vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant le système de chat Q&A. Nous essaierons d'y répondre juste après la présentation. Un résumé de cette présentation sera également publié dans les prochains jours. Je laisse maintenant la parole à Yvan Bouillot, le gérant du fonds BL Equities Europe, qui va vous faire un point sur sa stratégie et le portefeuille. Yvan, c'est à toi. Yvan, ton micro. Oui, pardon. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce point sur le portefeuille BL Equities Europe. Avant de commencer, je vais vous communiquer deux petites informations qui, je sais, sont importantes pour certains d'entre vous. Tout d'abord, suite à l'intégration finale d'un processus ESG dans notre démarche, BL Europe a obtenu la certification du label ISR France fin 2020. Et deuxième point, concernant la réglementation SFDR, BL Equities Europe relèvera de l'article 8. Voilà. Donc maintenant, je fais un tout petit rappel de la méthodologie en un slide avant de rentrer directement sur la question de la performance. Donc BEL Europe est un portefeuille relativement concentré, un peu plus de 30 valeurs en portefeuille, géré avec un horizon d'investissement de moyen long terme, généralement au moins 3 ans pour voir nos investissements se développer. Nous regardons très attentivement le profil qualitatif des entreprises. On recherche des sociétés qui sont capables de se développer, de capitaliser sur leur savoir-faire pour se développer, gagner des parts de marché en maintenant des niveaux de rentabilité sur capitaux investis attrayants. Donc la sélection de titres est assez rigoureuse et nous conduit à trouver peu de candidats dans certains secteurs, économiques. C'est un portefeuille qui a un profil de croissance défensive avec une grande flexibilité dans l'allocation d'actifs puisque il n'y a pas de comparaison par rapport à un benchmark lorsque nous prenons nos décisions d'investissement. Voilà, donc alors, pour venir à la performance était décevante depuis octobre de l'année dernière, octobre 2020, est à nouveau décevante depuis le début de l'année. Donc en fait, nous sommes en train de traverser une période difficile depuis l'annonce de la découverte de vaccins contre le Covid qui a redonné des espoirs de fortes reprises économiques, avec également une petite tension dans les chaînes d'approvisionnement. La reprise de l'activité aujourd'hui crée une certaine tension sur les prix des matières premières. Et donc tout ceci est en train de créer un contexte favorable à une rotation d'actifs sur les marchés qui était, je pense, due depuis quelque temps. Voilà, comme vous savez, les valeurs dites value ou très cycliques étaient fortement pénalisées sur les marchés depuis déjà quelque temps. Ça s'est exacerbé pendant la période de la crise et du confinement lié au Covid. Et donc aujourd'hui, comme je vais l'illustrer dans un slide suivant, une forte rotation sectorielle. Donc, et donc, il nous pénalise depuis le 20 octobre en novembre. Nous avons fortement sous-performé. Et encore ici, comme on le voit dans la droite de l'histogramme, year to date, on est à 6,9 contre 10,6
pour l'indice, donc près de 4% de sous-performance. Elle s'est essentiellement matérialisée au cours du mois de janvier et février, dans la continuité du mois de novembre et décembre. Depuis mars et avril, on a vu une légère normalisation. Donc, je vais revenir plus tard, on ne peut pas encore dire qu'on soit sorti de ces périodes difficiles, mais en tout cas, on commence à avoir une certaine normalisation. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais comme je le disais, aujourd'hui, on voit une dynamique de révision des bénéfices attendus par secteur qui est très favorable à certains secteurs économiques dans lesquels on trouve peu de candidats et donc dans lesquels structurellement on est peu présent, voire pas présent au sein de nos portefeuilles. Donc, on voit ici, par exemple, depuis le début de l'année, une forte révision des BPA attendu pour certains secteurs, comme par exemple en vert, les matières premières, en turquoise ici, le secteur de l'énergie ou même l'automobile en jaune, une forte révision des EPS de 30 à 50%, et par contre des secteurs plus traditionnels, plus défensifs, même l'industrie classique ou la technologie, qui ont des révisions bien moins fortes, ou en tout cas des croissances qui sont déjà intégrées dans les cours de bourse. Donc ceci, logiquement, nous a fortement impacté. On voit d'ailleurs ici sur ce deuxième graphique la rotation sectorielle en cours depuis pas le milieu de l'année 2020, mais qui s'est fortement accélérée. Et on voit d'ailleurs ici sur la droite des graphiques l'impact depuis le début de l'année, une revalorisation assez prononcée des valeurs plus cycliques par rapport aux valeurs défensives. Alors non, on n'investit pas uniquement dans les valeurs défensives, mais je pense qu'il y a vraiment des mouvements assez marqués entre ce qui est la qualité, les valeurs à duration longue, défensives par exemple, ou certaines valeurs de croissance par rapport aux valeurs cycliques et plus-value. Donc on voit il y a un important mouvement qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà matérialisé sur les marchés. Je ne pense pas qu'il soit terminé, mais je vois bien, je commence à avoir une certaine normalisation entre les différents secteurs depuis 2 mois. Alors bien entendu, cette rotation sectorielle n'est pas la seule à expliquer le retard ou la sous-performance. Nous constatons qu'il y a aussi certaines valeurs de qualité, de croissance qui continuent de bien performer. Et ici, c'est peut-être le deuxième biais que l'on a dans notre approche, dans notre méthodologie, qui nous conduit à être relativement prudents sur les valorisations. Et bon, on voit en effet des valeurs de qualité, mais qui se payent déjà des niveaux de valorisation un peu plus élevés, donc des niveaux de valorisation sur lesquels on ne se positionne pas et qui nous pénalisent également. Donc on voit ici à plus long terme l'impact de cette sous-performance à court terme, comme on peut voir la ligne grise par rapport à la ligne dorée qui est Bell Equities Europe, et un rebond marqué, une quantification assez nette de l'évolution de l'indice en gris, avec une certaine consolidation de la performance de Bell Equities Europe en fin d'année dernière, et un rebond moins marqué depuis le début de l'année. Donc voilà, donc ce sont des périodes qu'on a traversées, hein. On le verra aussi en conclusion. La dernière, c'était en 2016, où avec l'élection de Trump et de Macron, on a aussi subi une forte rotation qui nous avait pénalisé pendant une période de 6 mois. Bon, la sous-performance a été moins marquée, plus s'est déroulée plus dans le temps, plus dans la durée, alors qu'ici, elle a eu lieu essentiellement pendant 2 à 3 mois. Donc voilà, donc nous restons constructifs, bien confiants, et donc nous mettons à profit cette période pour nous remettre en question et continuer à chercher, à creuser notre univers d'investissement et à chercher des valeurs qui pourraient éventuellement nous donner des points d'entrée intéressants avec la volatilité que nous connaissons sur les marchés. Donc nous voyons ici, alors en termes de stock picking, les valeurs qui ont négativement contribué, puisqu'on attend une sous-performance liée à l'allocation sectorielle, hein, pas de valeur dans l'énergie, dans la finance, dans l'automobile. Mais bon, le stock picking a aussi un petit peu coûté cette année. On voit d'abord ici les principaux contributeurs. Bon, ben, sans surprise, ce sont essentiellement des valeurs plus industrielles, plus cycliques, éventuellement plus sensibles à la fin des périodes de confinement ou à la sortie de la crise liée au Covid. Donc on voit ici
Assa Abloy, donc Assa Abloy est une société, le principal contributeur à la performance. C'est une société dont scandinave, hein, tous les systèmes de contrôle d'accès dans les bâtiments. Donc historiquement, c'était des clés. Maintenant, sont tous les contrôles, tous les systèmes d'accès, par exemple, par carte digitale dans les hôpitaux, dans les hôtels, mais aussi dans les entreprises et domiciles privés. Bon, ici, Assa Abloy n'avait pas encore communiqué de résultats, mais s'était montrée relativement confiante sur l'évolution de son activité, sur le maintien des niveaux de marge courant 2021. Il débutait l'année aussi sur un niveau de valorisation relativement faible, mais voilà, ces messages optimistes et l'amélioration des PMI dans le secteur de la construction a soutenu le cours d'Assa Abloy. Le deuxième contributeur, Sika, qui est notre première position, c'est une société suisse de chimie de spécialité, eh bien voilà, Sika, malgré son exposition à un secteur difficile l'année dernière, a maintenu des niveaux d'activité et de rentabilité vraiment de qualité. Là, le groupe a continué à gagner des parts de marché grâce aux solides relations qu'ils ont avec leurs clients ou avec les intermédiaires dans les pays dans lesquels ils opèrent, hein. Ils ont un portefeuille de produits de grande qualité qui est un one-stop shop pour beaucoup de sociétés de la construction, un portefeuille de produits axé sur des produits à haute performance, à haute valeur ajoutée pour le client final, qui leur a permis de grignoter des parts de marché et de bien se maintenir aussi au niveau de l'activité et de la rentabilité. Troisième contributeur, on a LVMH. Bon, voilà, ici, depuis le mois de septembre, la société a fait état d'un d'une très bonne reprise de son activité, d'abord en Asie, ensuite aux États-Unis, à travers l'ensemble des divisions. Donc, un très bon rebond de l'activité pour LVMH. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit voilà, ici leur Luxottica qui est aussi sensible aux téléperformances. Et c'est leur Luxottica sensible à une sortie des périodes de confinement, téléperformance. Donc, si c'est plus une croissance, mais que vous connaissez bien, une croissance structurelle dans le domaine du digital. Alors, on voit ici les moins bonnes contributions à la performance depuis le début de l'année. Ici, sans surprise, on va voir des sociétés un petit peu plus défensives, ou alors des sociétés du secteur de la technologie qui étaient aussi restées un petit peu plus en retrait. On a donc première contribution négative, TeamViewer. Bon, ici, ça s'est joué à quelques jours de mauvaise performance puisque le titre évoluait relativement bien. Donc, Viewer a été, c'est un nouvel achat, je vais en parler tout de suite, a été fortement secoué en bourse car une petite dizaine de jours après avoir communiqué les perspectives pour l'année 2021, ben, ils ont annoncé deux contrats de sponsoring majeurs qui les a conduits à finalement revoir à la baisse leurs prévisions de marge pourtant récemment confirmées pour l'exercice 2021, donc des contrats de sponsoring avec l'équipe de foot Manchester United, mais aussi l'écurie de Formule 1, Formule E, Mercedes. Donc voilà, moi, je pense que ça montre plutôt c'était surprenant dans une première étape, mais dans une seconde étape, ça montre aussi leur confiance dans leur activité et leur évolution et leur volonté d'être plus visible sur la scène internationale, ce qui fait du sens puisque j'allais en détail dans la présentation de la société. Mais alors, c'est une société qui vendait essentiellement ses produits à des clients de petite ou moyenne taille. Avec la crise du Covid, ils ont augmenté significativement leur pénétration auprès de grands clients. Et donc, cela peut aller de pair avec des sponsorings de plus grande envergure. Ensuite, Adidas, malheureusement aussi, un retournement de situation au cours du premier trimestre, puisqu'elle a subi les contre-coups des tensions politiques et potentiellement commerciales qu'il pourrait y avoir avec la Chine, et notamment la situation des Ouïghours. Et donc leur travail forcé éventuellement dans le travail du textile en Chine. Donc voilà les représailles, voilà les actions des grandes puissances européennes ou américaines sur la Chine pourraient se traduire par des représailles de la part du consommateur chinois, de boycott de marques européennes. On l'a un petit peu vu dans les réseaux sociaux et autres. Donc ici, Adidas est bien entendu très sensible à un éventuel tassement ou recul de la croissance sur le marché chinois suite à ces tensions.
Kerry Group, voilà, troisième contributeur négatif. Ici, bon, voilà, c'est essentiellement dû à des perspectives un petit peu plus prudentes de la part de Kerry. Donc, il développe des solutions hein, pour le secteur de la consommation et a aussi pâti un petit peu de remise en question par des vendeurs à découvert de leur stratégie d'acquisition. Voilà, remise en question qui ont été démenties par le groupe. Voilà, je ne vais pas entrer en détail, mais sinon on a d'autres sociétés comme Avast ou SAP qui n'avaient pas encore bien rebondi au cours du premier trimestre. Donc, alors, qu'avons-nous fait dans ce contexte? Bon, ben, l'année dernière, si vous vous rappelez, on a été principalement actifs. On a d'abord gardé une position relativement prudente pendant les 6 à 9 premiers mois de l'année avant de revenir un petit peu plus sur des valeurs plus cycliques ou plus technologiques. Donc, on avait été très actif au mois de mars et de novembre au sein du portefeuille. Donc, je ne vais pas revenir sur le mois de mars. Mais on voit ici, au niveau du mois de novembre, les nouvelles positions introduites en portefeuille, et ainsi qu'en début d'année. Donc, on voit ici essentiellement un certain nombre de valeurs technologiques. Je vais revenir sur l'une ou l'autre d'entre elles dans les prochains slides, mais donc, je pense que Téléperformance, on ne va pas rentrer dans le détail, vous la connaissez bien. Donc, initier une position dans Téléperformance, où je pense que voilà, ils sont idéalement positionnés sur un grand nombre de marchés, de verticaux pour saisir l'opportunité de croissance dans le secteur du digital et surtout de plus en plus sur des segments à plus haute valeur ajoutée que leurs activités historiques. Donc aujourd'hui, ça fait partie du top 15 du portefeuille. Initier aussi une position dans Kerry Group, hein, puisqu'avec la rotation sectorielle, il y avait un point d'entrée qui me semblait intéressant sur Kerry. Ils ont, suite à des acquisitions de savoir-faire dans leur domaine, ils sont aujourd'hui, je pense, bien positionnés pour apporter des solutions à valeur ajoutée à leurs clients dans le domaine de l'alimentation. TeamViewer, je vais y venir tout de suite. Netcompany, c'est une société danoise, c'est un développeur de systèmes informatiques qui permet aux entreprises de migrer leurs activités sur le cloud. De gros clients. Ils sont principalement encore concentrés sur le marché scandinave, mais c'est bien puisque c'est un des pays qui sont très en avance, je pense, dans le domaine de la technologie. Et donc, c'est un réel moteur de croissance et de consolidation dans leur savoir-faire et qu'ils développent ensuite à l'international. Mais un de leurs gros clients avec qui ils ont monté une joint venture, par exemple, à l'aéroport de Copenhague, donc un grand hub international, où ils les ont aidés à réduire le nombre de logiciels qui est extrêmement en nombre qu'ils utilisent pour gérer l'activité de l'aéroport et à concentrer tout ça sur un système simplifié, intégré au cloud qui est, d'après les responsables de l'aéroport de Copenhague, un grand succès, que donc ils ont même maintenant créé une joint venture pour le proposer à d'autres aéroports. Reply et Sweco, je vais venir tout de suite. Et ensuite, un achat plus récent, Boost. Boost, c'est un concurrent de Zalando. C'est une société suédoise qui, pour l'instant, est encore, ses principaux marchés sont les marchés nordiques, donc essentiellement la Scandinavie. C'est un marché, c'est une société donc qui commercialise des vêtements en ligne, un marché qui est pénétré à hauteur de plus ou moins 30% en Scandinavie, donc il y a encore un grand potentiel de pénétration. Ce qui est intéressant, c'est que Boost, par rapport c'est le deuxième acteur, hein, Zalando est quand même leader. Boost est quand même un acteur majeur. En termes de taille, c'est le deuxième acteur sur ce marché, donc probablement un consolidateur du marché. Mais à la différence de Zalando, ils se positionnent sur le milieu haut de gamme. Donc, ils ont même une sélection de marques et de modèles qui est quand même différenciée par rapport à Zalando et qui permet d'avoir un panier moyen par utilisateur plus élevé, donc aussi une rentabilité par panier plus élevée. Donc, c'est vraiment une très belle société qui devrait participer à la consolidation du secteur et à la pénétration croissante de cette activité, non pas seulement en Scandinavie, mais partout en Europe. Et puis ensuite, on voit ici les positions qui ont été renforcées plutôt depuis le début de l'année, un petit peu plus sur des valeurs plus cycliques, ou alors où il y avait un point d'entrée intéressant, donc plus cyclique comme Assa Abloy ou aussi Luxottica.
Et un point d'entrée intéressant par rapport, par exemple, sur Grifols ou Avast. Donc Grifols, qui est une société qui développe des protéines à partir du plasma sanguin et bon, qui souffre pour l'instant de la moindre capacité, leur moindre capacité à collecter du plasma et donc du sang, puisque pendant les périodes de confinement aux États-Unis, les gens ne pouvaient plus nécessairement sortir dans les centres de collecte pour vendre leur sang et permettre donc à Grifols de développer des protéines à partir de leur plasma. Maintenant, malheureusement, donc c'est une société que je reconsidère malgré le renforcement d'une année, puisque maintenant Biden, président des États-Unis, avec l'ensemble des mesures qu'il compte prendre pour renforcer le pouvoir d'achat des plus démunis aux États-Unis ou des couches de population à moins de pouvoir d'achat. Bon, ça remet en question aussi leur éventuelle volonté d'aller vendre leur plasma, leur sang, pardon, ou alors cela pourrait conduire Grifols à payer plus cher, donc à mettre sous pression les marges. Donc, une société que je contrôle de près pour l'instant. Non, voilà. Juste quelques mots peut-être sur trois sociétés que j'ai rajoutées dernièrement à portefeuille. Donc d'abord Sweco. Non, Sweco, c'est une société suédoise, ici aussi comme Boost. C'est la première société européenne en termes de taille de conseil en ingénierie. Elle est active dans les domaines du génie civil, de la technologie environnementale et de l'architecture. Donc bien concrètement, elle aide les instances urbanistiques publiques ou les sociétés privées, les sociétés de transport ou les sociétés d'architectes de promotion immobilière à aménager les villes ou à construire des hôpitaux, des systèmes de métro, de tram, qui permettent de développer des environnements urbains qui favorisent le bien-être ou des bâtiments qui sont moins énergivores. Donc, vraiment une offre de produits orientée vers développer des villes plus soutenables dans le transport ou autre, et des bâtiments moins énergivores. Donc, c'est vraiment une société qui a un très beau savoir-faire technologique et un très très beau réseau pan-européen qui leur permet de maintenir leur croissance et de participer à différents appels d'offres au niveau européen. Donc c'est vraiment une société qui est portée sur le savoir-faire puisque ce sont finalement des ingénieurs, des consultants et des architectes qui composent l'essentiel de leur personnel. Ils ont, comme on le voit dans le bas du slide, ils ont une offre relativement diversifiée, donc dirigée vers les bâtiments ou les infrastructures énergétiques qui comprennent aussi, par exemple, par rapport à l'environnement, l'aménagement de systèmes solaires ou de retraitement des eaux usées, et ensuite un tiers du portefeuille vers les infrastructures de transport. Donc vraiment un portefeuille, un mix d'activités très bien diversifié. On voit sur la droite aussi au terme de clients, que ce soit des entreprises industrielles, le secteur public ou d'autres instances du secteur privé, relativement bien diversifiées. Donc, ce n'est pas une société à extrêmement forte croissance, mais ils ont une très belle visibilité, une croissance qui se développe année après année, par acquisition externe, bien entendu aussi, pour acquérir du savoir-faire ou des contacts locaux. Deuxième société qui est relativement intéressante à présenter, c'est Reply. C'est une entreprise familiale italienne qui développe, finalement c'est un consultant et un intégrateur informatique qui va permettre à ses clients ou qui travaille avec ses clients pour leur développer avec eux une feuille de route pour développer une stratégie d'intégration de leur activité sur les nouvelles technologies, donc le cloud, le big data, etc., les réseaux sociaux, et qui ensuite vont les aider, vont les assister dans le choix des stratégies, des systèmes et l'intégration de ces systèmes. Donc c'est une société aussi qui pousse le savoir-faire et l'innovation très très loin, qui est très décentralisée et qui leur permet, à travers leur dynamique, de concurrencer des grands acteurs que seraient par exemple un Accenture ou un Capgemini. Ils ont aussi une forte reconnaissance donc, au niveau technologie, innovation, au niveau international. Et donc là, c'est une société à plus forte croissance, qu'on peut le voir sur l'histogramme en bas à droite du slide. Donc année après année, il y a une réelle dynamique de croissance, mais
voilà, aujourd'hui, et d'autant plus avec le Covid, les investissements dans le digital sont importants, sont mis en avant, et donc Reply en bénéficie fortement. Troisième société qui vous êtes peut-être familière, TeamViewer, que j'ai également introduit en portefeuille. Donc TeamViewer, c'est une société allemande qui développe les logiciels axés sur le cloud. Donc ce sont des logiciels qui vont plusieurs fonctionnalités. La première qui va vous parler le plus, sont des logiciels qui permettent de se connecter à un réseau informatique à distance. Donc, si vous avez été en télétravail au cours de l'année dernière, bon, vous passiez à travers un système de sécurité, peut-être pas celui de TeamViewer, mais TeamViewer propose ce type de logiciel. Donc, bien entendu, ils ont une demande extrêmement forte l'année dernière pour ce type de produit. Et comme je mentionnais précédemment, c'est ce type de produit qui leur a permis de rentrer aussi auprès de grandes sociétés et qui est donc un élément relativement favorable pour la croissance et les ventes croisées à terme. Les autres fonctionnalités que proposent les softwares que vend TeamViewer, c'est par exemple aussi le contrôle ou la gestion d'appareils à distance. Donc, intervenir sur une ligne industrielle à distance à travers un logiciel, ou bien aider une entreprise à intervenir auprès de son client dans le cadre d'un service après-vente directement à travers des logiciels spécialisés et sécurisés sans devoir envoyer une personne sur place, et donc avec prise de rendez-vous, déplacement qui représente un coût relativement élevé. Et donc ces deux nouvelles activités de contrôle de lignes de production à distance ou d'intervention auprès d'un client à distance sont des relais de croissance très importants et qui fonctionnent, qui ont un écho extrêmement positif auprès de la clientèle de TeamViewer. Et donc ici aussi, je pense que TeamViewer se différencie aussi de certains concurrents ou peuvent faire valoir leur positionnement et leur différenciation et leur croissance par vraiment des systèmes qui sont construits vraiment sur des technologies axées sur le cloud et qui sont compatibles avec l'ensemble des systèmes informatiques, donc des systèmes opérationnels. Donc une grande flexibilité et une grande scalability de leur système. Et donc ici, on attend bien entendu à une forte augmentation de la base installée et de la pénétration du marché pour leur système. Alors en termes de vente, ben, ce qu'on a fait finalement, c'est réduire un petit peu. Déjà en première partie d'année, donc première partie d'année, si vous vous rappelez, on avait vendu certaines valeurs plus exposées à la crise Covid pour investir dans de belles franchises qui avaient fortement baissé en mars, hein, comme un L'Oréal par exemple, ou un Geberit ou un Dassault Systèmes. En deuxième partie d'année, en voyant, donc à partir du mois de septembre, octobre, en voyant la rotation arriver sur le marché, plutôt sortir de valeurs à vraiment duration longue, les valeurs plus défensives, pour opérer des arbitrages dans le portefeuille ou alors financer les achats que j'ai mentionnés précédemment. Donc voilà, notamment sorti plus récemment, donc Smith Nephew, donc avec moins de visibilité sur la reprise des opérations chirurgicales, puis c'est une société qui développe et commercialise des implants, par exemple, pour les genoux, pour les hanches, etc. Intertech aussi, donc ici c'était un arbitrage avec un de ses concurrents, là c'était suisse SGS, puisque Intertech était tout de même plus fortement valorisé, il y avait une moins forte dynamique opérationnelle. Sage Group que j'ai vendu, c'est une société qui a un petit peu les mêmes problèmes que SAP. On en a beaucoup parlé l'année dernière des problèmes des SAP, donc ici, restant confiant dans l'avenir des SAP, j'ai souhaité quand même profiter de la baisse du cours des SAP pour augmenter la position. Et ici, donc, j'ai vendu la position dans Sage pour me concentrer sur le repositionnement de l'offre de SAP je pense, les belles perspectives qui s'offrent à SAP au cours des 3-4 prochaines années. Si vous n'avez pas lu ce que j'avais écrit sur SAP, je pense que ce qu'ils ont annoncé l'année dernière d'un report de 2 ans de leurs objectifs de marge parce qu'ils doivent accélérer ou veulent accélérer les investissements dans l'innovation de leurs produits n'est pas une remise en cause de la thèse d'investissement, mais bon, un malheureux report de 2 ans.
Donc aussi vendu Roche ici, voilà, pour bien essayer de repositionner le portefeuille en dehors de valeurs trop défensives qui, elles, probablement sous-performé au cours de la rotation. Il en va de même d'Unilever, c'était aussi pour sortir de ce type de valeur. Ensuite, au niveau des positions réduites, bon, Reckitt a été fortement réduite, aussi moins de perspectives de rebond ou d'attrait des investisseurs pour ces valeurs qui offrent moins de perspectives de rebond et qui sont finalement bien valorisées sur les marchés. Et pris un peu de recul sur Fresenius, voilà, pris un tout petit peu de recul dans l'attente de mieux visualiser leur sortie de la crise. Hein. Comme vous savez, Fresenius a notamment comme activité être opérateur d'hôpitaux en France, en Allemagne, pardon, et en Espagne. Et bon, voilà, c'est l'activité normale de ces hôpitaux a été mise à mal par la crise Covid, puisque Fresenius a très tôt pris la décision, avant que ce soit imposé par les gouvernements, ce sont des hôpitaux privés, de mettre leurs ressources à disposition des patients Covid et donc de suspendre toutes leurs opérations électives, comme on dit, donc une rentabilité fortement mise à mal. Donc, alors aujourd'hui, quelles ont été les conséquences de ces différents mouvements? Ben voilà, une augmentation depuis octobre, novembre au secteur de la chimie, hein, materials ici, de l'industrie et de la technologie, une réduction de l'exposition à la santé ou à la consommation. Bon, ce n'a pas été suffisant pour garder le rythme du marché, mais même dans les valeurs industrielles ou cycliques que j'ai dans mon univers, voilà, ce n'est pas vraiment les automobiles ou les matières premières ou autres. Donc, ça n'a pas permis de vraiment garder le rythme du marché. Comme vous voyez, donc toujours pas d'investissement en énergie, en finance ou en utilities, qui sont des secteurs où on trouve vraiment très peu de candidats. Donc on sait qu'on souffre lorsqu'il y a des rotations, mais sur le long terme, on est confiant de nos choix sectoriels et de valeurs. En termes de market cap, on retrouve ici un petit peu d'allocation classique. En début d'année, on était plus sur les large caps, trouvait le marché un petit peu cher. En début d'année 2020, pardon, sur les large caps au-dessus de 50 milliards, je trouvais le marché un petit peu cher. Voilà, dans le courant de l'année, saisit l'opportunité par la volatilité de revenir sur une allocation plutôt classique du portefeuille qui a tendance à surpondérer les capitalisations boursières en dessous de 50 milliards d'euros. Et en termes de pays, on voit ici donc une allocation relativement classique. On trouve peu de valeur dans certains pays, davantage dans d'autres, notamment le UK, la France, l'Allemagne, la Suisse, la Suède ou le Danemark. Donc ici, rien de bien de spécifique à dire, puisque c'est vraiment ici le résultat des choix de valeur ou de secteur. Et bon, la surpondération importante à la France, ici, est essentiellement due aux opportunités qu'on a eues l'année dernière. Hein. Dassault Systèmes a été fortement secoué en mars. Et là, j'ai profité pour la mettre en portefeuille. Il en va de même de L'Oréal ou de Téléperformance. Donc, j'ai pas beaucoup de valeurs, mais il est vrai que ce sont des grosses positions, les valeurs françaises. Donc, LVMH aussi, qui a très bien marché. Donc, son poids a été fortement rehaussé mécaniquement en portefeuille. Donc on retrouve, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, on retrouve ici le top 15, on a 35 valeurs, j'ai 35 valeurs en portefeuille pour l'instant, donc voilà, en raison de nouveaux achats récents, ce nombre va être réduit au cours des mois à venir certainement. Une concentration du top 10 à 50% des actifs pratiquement. Certains noms que vous retrouvez depuis quelque temps déjà, un Sika qui est une première position de longue date, mais que je compte très clairement conserver dans les grandes positions du portefeuille, c'est vraiment une forte conviction que j'ai. SAP aussi, je crois toujours, en tout cas dans une baisse contenue, parce qu'il y a un niveau plancher de valorisation de par la récurrence des revenus, mais aussi l'attraction qu'ils prennent dans leurs activités cloud. Et Citi, sur laquelle je tape toujours sur un rebond des marges. Hein. Et Citi, c'est une société assez récente en tant que société autonome, puisqu'avant, c'était la division d'un grand groupe suédois. Ils vendent des produits d'hygiène personnelle, des produits pour l'incontinence, etc. Et donc ici, il y a une réorganisation de l'activité de la chaîne industrielle et d'approvisionnement qui devrait se traduire par un rehaussement des marges
Bon, LVMH, on va voir, hein. Pour l'instant, il continue à surprendre si positivement. Ça reste une grande position. Je pense qu'en termes d'M&A, ils vont encore probablement nous surprendre. Et avec Tiffany, il y a certainement du positif au niveau des marges. Donc, je suis attentif en raison de la valorisation. Mais voilà, je suis très content là dans ces grosses positions. Assa Abloy, où je reste bien constructif. Les résultats de la semaine dernière étaient un peu décevants tout de même à cause de la hausse des matières premières qui met des pressions sur les marges. Mais je reste confiant. Donc ça contredit un petit peu l'optimisme de la société en début d'année, mais la thèse reste bien là. Et Silor, qui devrait, je pense, bénéficier d'une amélioration de la gouvernance cette année-ci, de synergie, de l'intégration, et puis finalement aussi éventuellement de la croissance en Asie et de la fin du confinement. Voilà, donc ici on retrouve un petit peu l'allocation du portefeuille. On voit une augmentation importante de la poche de valeur de croissance. Euh, et la poche Consistent Owner, qui sont des sociétés, si vous vous rappelez, généralement bien établies sur l'OMS, un Air Liquide par exemple, pardon, Novo Nordisk par exemple, qui ont vu leur poids diminuer en portefeuille d'approximativement 65% à 56% en une année, et ceci au bénéfice des valeurs à plus forte croissance. Donc, on voit sur la droite, bon, ici, oui, excuse-nous, il y a une erreur dans la date indiquée sur le slide, ce n'est pas 30 septembre, ce sont les données plus récentes. Donc, on voit bien entendu un portefeuille qui est plus cher que le marché. Néanmoins, il y a quelques outliers qui poussent la moyenne vers le haut, hein, 6K. Par exemple, première position, 7% du portefeuille, un PE élevé, mais pour les bonnes raisons. Mais on retrouve aussi des fondamentaux qui sont supérieurs à ceux du marché à travers la rentabilité sur capitaux investis ou bien return equity et l'endettement. Alors ici, je reprends aussi les données de croissance des EPS. On le voit ici, hein, pour le portefeuille. Pour cette année, on attendait, bon, le consensus, qui évolue encore beaucoup pour l'instant, était une croissance attendue des EPS de 26% pour le portefeuille et 12% pour l'année prochaine. Donc ça vaut ce que ça vaut avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui. Bon, c'est en dessous du marché, puisque si je me rappelle bien, pour le marché, c'était près de 35% pour cette année-ci et 18%, si je ne me trompe pas, pour l'année prochaine, bon, ce qui est tout à fait logique vu le type de valeurs qu'on a en portefeuille qui bénéficient moins du rebond significatif du consensus. On avait moins souffert l'année dernière et on rebondit moins cette année-ci. Donc ici, je reprends certaines métriques du profil ESG du portefeuille en termes on utilise la base de données MSCI en termes de scores attribués par rapport à leur démarche environnementale, à leur pratique sociale ou à leur qualité de gouvernance. Notre objectif est d'être dans la durée avec un profil supérieur à celui de l'indice, mais pas systématiquement ou ponctuellement toujours supérieur, puisque on ne veut pas uniquement avoir les bons élèves ou uniquement regarder dans le rétroviseur. On peut avoir des valeurs, des entreprises qui ont peut-être un moins bon score, mais qui vont dans un processus d'amélioration et qui sont tout à fait candidats au portefeuille. Mais en tout cas, par rapport au label, donc on regarde beaucoup. Enfin, il y a un objectif d'impact qui est l'émission de CO2. Après, on va regarder différentes métriques aussi, recyclage, utilisation d'eau, etc. Par rapport à l'aspect social, un objectif d'impact au niveau de la mise en place de conditions de travail épanouissantes pour les salariés et la signature des Global Compact par la société et l'absence de controverses. Et au niveau gouvernance, bon, l'existence d'un board indépendant. Donc, et d'une comptabilité transparente et de qualité, mais l'objectif d'impact est le board indépendant. Donc, en conclusion, je ne vais pas du tout mettre faire tout reposer sur la rotation sectorielle, mais il est vrai que cette rotation vers des secteurs dans lesquels on n'investit pas ou un momentum qui reste bien présent sur des valeurs un petit peu plus chères sur lesquelles on n'a pas tendance à vouloir être exposé, nous met à mal, hein. Tout est présent aujourd'hui pour qu'éventuellement ça continue pendant quelques temps, mais je pense qu'une bonne partie de l'amplitude est derrière nous. Je ne saurais pas vous dire si c'est 60 ou 80% qui est derrière nous. Il y a eu mais le mouvement a été très rapide, que je pense, comme on le voit ici sur le chart, que une bonne partie est derrière nous. Historiquement, lorsque je regarde ces différentes périodes de forte rotation, elles vont durer certaines 6 mois, certaines 18 mois.
mais en moyenne, on retrouve des périodes de l'ordre de 9 à 12 mois. Donc aujourd'hui, si on pense que ça a commencé en octobre, bon, on serait déjà 6-7 mois dans cette rotation. Mais bon, voilà, ça, tout ça est hypothétique. Je pense qu'il est important de regarder, par exemple, ce chart que je reprends ici en conclusion. C'est un chart qui reprend une évolution sur le long terme des sociétés, une évolution relative des sociétés qui ont un return on capital employed, donc un petit peu ce qu'on cible élevé par rapport aux sociétés qui ont des return on capital employed un peu plus faibles parce que ce sont des secteurs plus difficiles, plus concurrentiels, plus compétitifs. Et donc on voit que sur le long terme, finalement, il y a une tendance, bien entendu, à une surperformance à ce type d'entreprise ou secteur à plus forte création de valeur économique. Mais il y a des périodes de rotation assez difficiles. Et donc on voit la plus récente maintenant sur la droite du graphique, on voit le mouvement qui s'est opéré. D'abord une consolidation fin 2020 et ensuite une accélération au cours de 2021. Et on revoit la dernière, bon, celle que je mentionnais en 2016, elle a l'air toute petite ici. C'est la dernière qui nous avait impacté, mais on revoit la même en 2011 ou en 2002-2003. Donc voilà, c'est difficile pour vos clients, bien entendu, et au niveau de la gestion, on fait tout ce qu'on peut pour repositionner correctement les portefeuilles, trouver des valeurs qui offrent des points d'entrée intéressants au cours de ces périodes de forte volatilité. Donc voilà, ceci conclut la présentation. Donc, disponible si vous avez des questions ou si vous voulez un call dédié pour aborder l'un ou l'autre sujet. Merci beaucoup, Ivan. Actuellement, je ne vois pas de questions dans le système de chat ou de Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, comme ça, Ivan peut y répondre tout de suite. Dans le cas contraire, si jamais des questions vous venez après, n'hésitez pas à les envoyer à votre contact commercial, qui se fera un plaisir de nous les envoyer pour qu'Ivan puisse y répondre dans les plus brefs délais. Donc, je ne vois toujours pas de questions arriver, donc je pense que nous pouvons clôturer cette présentation maintenant. Je tiens à vous remercier tous d'avoir assisté à la présentation faite par Ivan sur Daily Equities Europe. Je tiens à remercier Ivan pour le temps qu'il a consacré à la préparer et à vous en faire la présentation. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir, merci.